Est-ce que tout le monde est installé? On va démarrer parce qu'on a déjà un tout petit peu de retard. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette séance de table ronde par les schémas directeurs, après cette intervention de Valérie Masson-Delmotte qui a bien posé le contexte, les enjeux et l'urgence. Donc nous allons voir comment les établissements d'enseignement supérieur et de recherche se mobilisent à travers leur schéma directeur DDRSE. Donc je rappelle quand même que le ministère a diffusé son plan climat-biodiversité dans lequel il est dit que tous les établissements doivent faire voter un schéma directeur, qu'à l'été 2023, un cahier des charges a été diffusé, et fin 2024, c'est-à-dire il y a un an, tous les établissements devaient avoir fait voter leur schéma directeur. Donc nous allons faire un petit retour d'expérience avec les établissements qui sont autour de la table. Donc nous avons 6 intervenants. Benoît Léniel, qu'on ne présente plus, donc au fonctionnaire, pas au commissaire, au fonctionnaire développement durable au ministère. Nicolas Freud, vous êtes directeur de la transformation socio-écologique de l'INSA de Lyon. Marion Le Texier, vous êtes vice-présidente déléguée à la transition écologique au développement durable de l'université Paul Valéry à Montpellier. Je regarde l'ordre parce que ce n'est pas le même que sur ma fiche, donc je ne vais pas me tromper. Marie Lamère, vous êtes vice-présidente responsabilité sociale, environnementale et éthique de l'université de Strasbourg. Armelle Carnet, vous êtes directrice de la RSE à l'INRAE. Et David Alice, régional de l'Étape, président de l'université de Rennes. En janvier dernier, Benoît Léniel, vous n'étiez pas très content, car seulement 37% des établissements avaient déposé leur schéma directeur et 50% avaient nommé un référent. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait? J'ai entendu le ministre qui disait 3/4, donc ce n'est pas 100% encore. Non, ce n'est pas encore 100%. Alors, avant de faire peut-être un bilan sur les schémas directeurs et de l'analyse qu'on en a effectuée, je rappellerai quand même le document de cadrage qui fixe la stratégie et les grands objectifs de la transition écologique pour un développement soutenable dans l'enseignement supérieur à la recherche. Il s'agit bien évidemment du plan climat, biodiversité et transition écologique de l'ESR. Pourquoi ce rappel? Parce qu'il est au centre, vous avez vu, de cette journée. Nous avons un double objectif dans cette journée de faire un bilan de ce plan et d'aller vers un nouveau plan. Et ce plan, aussi, à titre de rappel, avait été remis en 2022 par notre ministre à la première ministre de l'époque. Et dans ce plan, comme a été rappelé, était défini un certain nombre de priorités. Et dans ces priorités, il y avait la formation à la transition écologique des étudiants de premier cycle notamment, mais pas seulement, la comptabilité carbone et les fameux schémas directeurs développement durable et responsabilité sociétale et environnementale qui devaient être au départ remis au plus tard en décembre 2024. Alors, pour répondre à la question, après un an, décembre 2025. Voilà, après un an où nous en sommes, alors force est de constater que même si nous avons pris un peu de retard, je peux dire que c'est une belle réussite collective et puis qui montre bien une forte dynamique des établissements de l'enseignement supérieur à la recherche en faveur de la transition écologique. Pourquoi? Parce que finalement, les nouveaux chiffres, on a même, le ministre disait près de 3/4, mais quand on prend finalement les établissements sous tutelle de notre ministère, à savoir les EPE, grands établissements, universités, écoles et ONR, on a 80% des établissements qui ont déposé sur la plateforme Dialogue leur schéma directeur. Donc c'est pour ça que je disais, on peut les féliciter pour tout le travail accompli, parce que c'est vraiment une belle réussite. Alors si on rentre un peu dans le détail, on a effectué une analyse d'un échantillonnage de ces schémas directeurs. On a regardé 74 schémas directeurs, 30 universités, 30 écoles et 14 ONR. Et cette analyse montre qu'effectivement, il y a une dynamique, un engagement, mais que l'engagement est encore hétérogène. Voilà, on a différents profils d'établissements, on peut en définir 4. On a les établissements qu'on peut qualifier de structurés, matures. C'est vraiment les établissements où on voit qu'il y a une stratégie, des objectifs et un plan d'action clair, bien structuré, puis avec une équipe opérationnelle. On a les établissements qualifiés d'intermédiaires, et sans faire de jeu de mots, on a dit en transition, justement.
où on a deux types d'établissements. On a des établissements qui ont mis en place des actions, mais dont la stratégie manque encore un peu de cohérence globale. Et puis, à l'opposé, on a plutôt ceux qui ont une stratégie claire, mais on a un manque de précision dans les schémas directeurs sur le plan d'action. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, mais on a besoin de précision. On sera obligé d'échanger aussi avec eux sur ce sujet. Et puis on a un troisième profil, c'est des établissements qui ont des engagements vraiment spécifiques sur le sujet. Donc ça veut dire quoi? Des actions ciblées, et avec des actions ou des projets qui peuvent être de grande ampleur, hein, comme par exemple projet de l'AMI, CMA, compétences métiers d'avenir. Mais là aussi, ça manque un peu de recul stratégique, et donc il faut encore travailler toute la stratégie, mais aussi le plan d'action. Et puis, on a un quatrième profil, les établissements dont la marge de progression est importante. Voilà, on va le dire comme ça. Ce n'est pas ceux qui sont autour de la table, évidemment. Je ne donnerai pas de nom, on le verra par leur retour d'expérience. Voilà, et là, bien évidemment, il faut travailler la stratégie, le plan d'action et puis le caractère opérationnel sur le sujet. Et puis, on a fait une analyse aussi intéressante par axe. Donc les axes, je vous rappelle, il y avait gouvernance et stratégie, formation et transition écologique, recherche et transition écologique, empreinte environnementale. Alors ça regroupe plein de choses, l'empreinte environnementale, bien évidemment on pense empreinte carbone, énergétique, biodiversité. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit, on a un système de notation, on voit le chemin accompli et ça permet de voir là où sont les points forts et les points un peu plus faibles à améliorer. Alors j'ai pas beaucoup de temps, je vais pas mettre en avant les points forts, je vais mettre plutôt les points qui nous semblent sur lesquels il faut progresser. Alors là aussi, les schémas directeurs, c'est de la projection. Donc ça aussi, c'est important à le souligner. Alors vous ne serez pas étonné dans les points de progression, on voit qu'il y a les moyens qui apparaissent comme un élément qu'il faut renforcer. Et derrière les moyens, il y a les ressources humaines et les moyens financiers. Et on voit qu'il y a particulièrement une faiblesse sur les ressources externes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement les établissements, en règle générale, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous sur ce point de faiblesse, mais ils font peu appel à l'extérieur pour les financements, alors qu'on sait que la transition écologique, il faut travailler aussi avec les collectivités, avec les entreprises. Le portage politique, on voit aussi que ça doit être renforcé. Sur la formation la formation en général, la formation des enseignants et enseignants-chercheurs entrants apparaît à renforcer. Alors ça, c'est un point particulièrement important parce que c'est un indicateur qu'on va devoir renseigner pour les stratégies nationales. Alors peut-être aussi c'est lié au manque d'information, de précision aussi dans le schéma directeur. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait. Généralement, on nous donnait une information sur l'ensemble du personnel. L'axe recherche apparaît comme le plus faible de tous les axes. Alors je ne parle pas d'empreinte environnementale sur la recherche, mais sur la programmation de la recherche. Et on voit qu'il y a un problème dans les établissements aussi de cartographie des projets qui existent sur l'apport de connaissances et l'apport de solutions. Donc ça, c'est vraiment à travailler. Et pourquoi il faut travailler? Parce qu'au final, c'est pour aussi faire évoluer potentiellement la programmation de la recherche. Et puis sur l'empreinte environnementale, les deux sujets vraiment à renforcer, c'est justement le suivi des ressources en eau. Alors les ressources en eau au sein des établissements. Et puis le ministre en a parlé, Valérie en a parlé, c'est l'adaptation. L'adaptation, donc c'est pour ça qu'on a annoncé aussi qu'on allait mettre en place un groupe de travail sur l'adaptation. Et puis le dernier élément que je souhaiterais souligner, c'est que les schémas directeurs, c'est des projections. Voilà. Donc, il va falloir les suivre. Donc, ce qu'on va proposer, c'est des indicateurs. Alors, rassurez-vous, pas très nombreux, une vingtaine d'indicateurs. J'ai rien dit. On n'est pas comme les stratégies nationales où on est à 200, 300, 400 indicateurs. Voilà. 20 indicateurs n'est pas trop difficile à renseigner, rassurez-vous. Et on souhaite le mettre en place en même temps que le renseignement des indicateurs SPE. Et donc, ce sera sur la plateforme Dialogue à partir de janvier. Voilà. Merci. Très bien. Merci pour cet état des lieux. Donc l'idée de cette table ronde, c'est de faire un retour d'expérience avec vous cinq, à la fois sur la méthodologie, l'élaboration, la mise en œuvre, etc. Vous n'êtes pas tous au même niveau d'avancement. Donc Nicolas Freud, je vous propose de commencer avec vous. Vous avez pris un peu de retard, vous n'êtes pas à l'heure.
Vous avez voté, non mais je plaisante, vous avez voté, mais je sais bien, vous avez voté votre schéma directeur en juillet, mais vous avez pris du temps pour l'élaboration de manière participative par une assemblée des transitions qui a mobilisé 120 personnes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'a apporté cette démarche de positif pour l'élaboration du schéma, son appropriation et peut-être le fonctionnement, la mise en œuvre du schéma dans un deuxième temps? Merci. J'allais dire effectivement qu'on n'était pas les meilleurs élèves en termes de respect du calendrier, puisqu'on a voté notre schéma directeur seulement en juillet. Et effectivement, on a fait ce choix de construire le schéma directeur en essayant d'embarquer largement notre communauté. Et donc, on a pris cette décision d'organiser une assemblée pour la transition écologique et sociale, qui donc s'est réunie entre mai 2024 et novembre 2024. 4 fois 2 jours, avec un peu plus d'une centaine de participants, 120 participants, une centaine de membres internes, et puis des partenaires, entreprises, collectivités, partenaires académiques. On a fait aussi le choix pour constituer ce panel de participants, de recourir au tirage au sort pour 2 tiers des participants, pour pas toujours avoir les mêmes personnes impliquées, convaincues de ces enjeux. Donc, tirage au sort 65, il y avait des étudiants, il y avait des personnels administratifs et techniques, il y avait des enseignants-chercheurs, des chercheurs. Et puis, des personnes non tirées au sort, parce qu'il nous semblait aussi très important d'avoir des personnes en responsabilité. Donc, des chefs de département de formation, des directeurs, directrices de laboratoire, des responsables de services, des représentants des instances, voilà. Donc on avait cette diversité dans le panel. On leur a confié le mandat d'élaborer des propositions qui nourriraient le schéma directeur, qui ne seraient pas forcément toutes validées, retenues, in fine. Bon, à la fin, je peux quand même dire que 9 propositions sur 10 ont bien été retenues et figurent dans le schéma directeur voté. On leur a demandé d'être très assidus sur les 8 journées de travail. C'est quand même pas rien, 8 journées. Il y avait des moments d'acculturation, de conférences, des moments en plénière, mais aussi beaucoup de moments en groupe de travail. On les a partagés en 10 groupes sur 5 questions qu'on a appelées des questions exploratoires. Donc il y avait la formation, la recherche évidemment, le fonctionnement, la question des coopérations et la question autour de comment faire communauté apprenante pour répondre aux enjeux de transition écologique. Je dirais que le bilan que je pourrais en tirer à grands traits, c'est que le volet proposition a bien marché. On a abouti à une centaine de propositions. À un moment, on avait 1800 propositions dans un grand tableau. Parce qu'on avait les propositions de l'Assemblée elle-même, on avait ouvert un appel à contribution auprès de toute la communauté de l'établissement. Pour donner un ordre d'idée, c'est 6000 étudiants, 1400 personnels. Donc voilà, on a eu un peu de succès dans notre appel à contribution. Et donc à la fin, on a convergé sur ces 100 et quelques propositions. Donc c'est l'un des résultats tangibles. Vous retrouverez ça, si vous le souhaitez, dans un rapport qui a été publié, le détail des propositions. Mais le deuxième effet de cette assemblée, c'est un effet d'entraînement collectif, c'est un effet d'adhésion, c'est réellement, j'ai envie de dire, une espèce de puissance collective qui a été créée par ce travail. Et pour moi, c'est peut-être le premier résultat, avant même les propositions, même si évidemment les propositions sont importantes. Et un dernier effet aussi positif, c'est qu'on est monté en capacité d'animer notre communauté avec notamment des animateurs internes qui seront capables de poursuivre ce travail-là d'entraînement. Donc je pense que c'est aussi très important. Et est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles vous avez été confrontés, des sujets de tension particuliers, sur des sujets particuliers, ou des choses que vous feriez différemment avec le recul ? Il y a certainement des détails ici et là qu'on améliorerait, bien entendu, mais je pense pas qu'on referait fondamentalement différemment. On a fait le choix d'adresser les sujets de manière très, très large, avec nos 5 questions exploratoires. Ce qui me semble très important, c'est d'avoir pu créer un cadre sécurisé, une méthode de travail permettant à la diversité des points de vue de s'exprimer dans le cadre de l'Assemblée,
Et quelque part, les points de tension qu'on a pu vivre, c'est entre l'Assemblée et le reste de la communauté, avec parfois ce que j'appellerais des groupes d'influence au sein de l'établissement qui ont essayé de peser au moment des arbitrages par l'équipe de direction, dans le moment où on retenait une partie des propositions, 9 sur 10. Et là, on a pu voir des personnes dans l'établissement qui essayaient de faire remonter des demandes, de peser dans un sens. D'accord. Et c'est humain, voilà. Donc, il a fallu recréer des moments de dialogue qui n'étaient pas forcément anticipés dans la méthodologie, dans le cadre de travail. Peut-être des personnes qui avaient à certains moments aussi raté des occasions d'intervenir, de faire remonter leurs propositions. Ils n'ont pas forcément vu, qui n'ont pas eu l'information, qui n'ont pas participé, ou qui n'ont pas voulu entendre, pas voulu. Bon, voilà. Mais c'est pas grave. Et on a recréé des occasions. Et certainement faudra-t-il encore de nouvelles occasions parce que les tensions sont présentes. Il y a des sujets qui ne sont pas faciles. Et c'est vraiment un enjeu de créer un cadre permettant d'échanger sur ces différents points de vue, et puis à la fin de trouver des compromis. Et vous sentez que cette dynamique et cette communauté, elle a vraiment touché toute la communauté de l'établissement, cette dynamique. En tout cas, les participants nous ont dit... Parce que c'est rare qu'il y ait un document un peu transversal, stratégique, qui mobilise... Alors les documents ont circulé très largement, il y a eu plein d'occasions auprès des instances, mais aussi des amphis ouverts à toute la communauté. Les membres de l'Assemblée nous ont dit, c'est leur retour, en avoir parlé autour d'eux, donc 100 personnes en interne qui en parlent chacun dans son service, dans son cercle, c'est pas tout à fait anecdotique. Mais voilà, on ne touche jamais tout le monde non plus. Et votre point d'attention sur la mise en œuvre, du coup, parce que maintenant que vous l'avez élaboré, la mise en œuvre, c'est un autre sujet. J'en vois plusieurs. Un premier, c'est la structuration d'une mission transformation socio-écologique, une mission opérationnelle. On est en train de le faire. Il nous semble il y a une priorité autour de la mobilisation des services pour que les sujets, les différents projets, on a plus de 60 projets opérationnels à mettre en œuvre, que les projets soient repris par les différents services. Alors j'entends service d'appui, département de formation, labo de recherche, et donc en particulier travailler avec les personnes en responsabilité pour intégrer les sujets dans les projets de service. Voilà, et puis peut-être un dernier point, enfin il y en a plein, mais autour de la formation des personnels, on en a déjà parlé, et donc ça fait partie aussi de nos objectifs de rendre systématique la formation des personnels. Mais peut-être pas une formation descendante, plutôt une formation en mode atelier, et notamment avec les services, de faire travailler les équipes sur des projets opérationnels, et donc se former en faisant, et faire en se formant. Très bien, merci beaucoup. Alors à l'Université de Rennes aussi, vous avez mis en place une convention Université en transition, 150 personnes issues des directions, de l'administration, des partenaires. Et David Alice, vous êtes personnellement fortement engagé. Quand on a préparé, j'ai senti votre mobilisation à toute épreuve. Et d'ailleurs, la question du portage politique sur ces sujets-là est assez importante. Comment ça s'est manifesté pour vous et en quoi c'était si important de s'engager personnellement ? Merci. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir différents intervenants dans le cadre de notre convention, notamment Nicolas. Et cet exemple aussi de l'INSA Lyon a aussi été inspirant, en sachant que pour nous, notre convention, dans ma vision, il ne fallait pas que ça soit une convention citoyenne, mais qui soit un petit peu à part, avec un risque un peu de clivage ou de divorce avec le groupe. Et c'est pour ça qu'on avait pris aussi tout notre encadrement, les élus, mais aussi des étudiants, des partenaires. Nous voulions en faire, un élément fédérateur pour toute notre université, mais qui soit prêt après à la mise en œuvre. Et je rejoins tout ce qui s'est dit, où finalement c'est peut-être plus la puissance collective de ce qui s'est fait que le schéma lui-même, parce qu'un schéma, des propositions, on peut aussi faire le parangonnage. Et, alors pour moi, ça a été aussi une aventure, en fait, parce qu'une aventure humaine,
parce que vous ne sortez pas normalement indemne de 10 jours à la fois avec des présentations d'experts, du travail en atelier. Et en fait, en tant que président avec toute l'équipe, et je salue tous les vice-présidents ici présents et direction, ben pour nous c'était 30 jours, parce que c'était préparer en amont, puis après suivre l'aval. Et je pensais par exemple à la présentation de Valérie Masson-Delmotte. Par exemple ça, quand je l'ai entendu, nous en avons entendu aussi un expert, 2 experts, 3 experts. Et à un moment, vous êtes pris. Et ce que vous dites sur mon engagement, je pense qu'il a été dans le choix finalement d'une approche un peu... alors au début, je trouvais ça un peu sciences de l'éducation, tête, corps, cœur. Mais sur le fond, je pense aussi que la France, vous savez, c'était cet ouvrage de Damasio sur le pays de Descartes et l'erreur de Descartes, où on coupe toujours la raison, les émotions, le dualisme. Et pour moi, en fait, je crois que cette convention, ça a été l'occasion, comme disait Kafka sur la littérature, vous savez, c'est la hache qui brise la mer gelée en nous. C'est-à-dire qui fait bouger à la fois intérieurement pour faire bouger après extérieurement. Et oui, je crois que ça a été important. Moi-même, je viens des sciences de gestion. Je peux vous dire que lorsque j'ai préparé ma thèse en économie management dans les années 95, la crise écologique, ce n'était pas le sujet. Et puis, on était aussi amené, même s'il y avait eu le rapport Meadows, il y avait eu Groenland Birkeland, mais on était amené à se focaliser sur sa discipline, maîtriser les fondamentaux de sa discipline. Le virage n'avait pas été fait. Et je crois que ça a été aussi pour moi l'occasion de conforter la dynamique. Je salue l'ancien directeur de l'ESSEC parce que j'y étais à l'époque étudiant. Et comment est-ce que plusieurs, en économie-gestion, nous avançons? Comment est-ce qu'on prépare l'économie circulaire? Ça a été rappelé. Je pense qu'on est très en retard sur l'économie circulaire, sur les déchets. Et donc ça m'a amené, moi, à évoluer personnellement. J'allais dire ça... il y a eu aussi 2 autres innovations sur lesquelles je voulais revenir. Une approche très intégrée, formation, recherche, innovation. On n'a pas voulu faire des fois comme France 2030 où vous avez les CMA d'un côté, les PEPR et puis enfin les programmes de transfert. Ben non, c'est une approche intégrée. Quand on parle de recyclabilité, il faut que ça touche tout. Quand on parle de frugalité du numérique, ça doit être un ensemble. Et puis cette approche aussi, alors là c'était très particulier dans notre université, qui est assez, comme toute université, un peu, j'allais dire, verticale, mais au sens par filière. Et là, je me suis retrouvé dans un groupe avec un étudiant, puis je vous l'ai raconté, l'étudiant où on avait une logique un peu de base. Alors quelquefois, c'était toujours assez authentique, et il me dit, vous avez un problème, transport, il faut arrêter l'avion. Et nous voilà-t-il pas à débattre, mais de façon saine, pour justement pourquoi est-ce qu'on devait aussi porter ce projet international. Par contre, on devait prendre des mesures. Ça m'a marqué, comme des étudiants qui m'ont demandé de prendre position pour Paul Watson. Voilà. Donc on a eu ces moments très authentiques. Et tous ces moments étaient partagés par les autres chefs d'établissement qui étaient venus avec leurs équipes. Donc je crois beaucoup au caractère holistique, à la fois personnel et pour l'ensemble. Et je crois que c'est ça qui nous donne confiance pour avancer maintenant. Bon, après, on n'est pas dans le pays des bisounours. Donc j'imagine qu'à l'échelle d'une grande université comme l'Université de Rennes, il y a quand même des sujets qui posent question, sur lesquels il y a des désaccords, des tensions. Nicolas Freud parlait de pression sur certains sujets. Lesquels ont été les plus compliqués ou les plus difficiles à aborder et à surmonter éventuellement dans le cadre du schéma directeur? Alors, je pense qu'ici, on est tous convaincus. Sinon, vous ne seriez pas là ce 10 décembre. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est dans les échanges, il y avait des mots que je n'arrivais pas à faire passer. Le mot entreprise. Nous sommes avec la vice-présidente, première vice-présidente. Elle est recherche, innovation, mécénat, partenariat. On avait du mal à faire passer le mot entreprise. J'avais beaucoup de mal à faire passer le côté international. Il y avait toujours le Europe international, alors qu'on a le Green Deal. Mais ça, j'avais du mal à le faire passer. J'avais aussi du mal sur le numérique, sur l'IA. Et on voit bien tous les dangers de l'IA et ce que ça prend en énergie. Et pour moi, alors là, vous savez, c'était un peu dans nos cours de philo, vous savez, c'était Hegel. Il fallait avoir, pour faire des synthèses un peu créatrices,
il ne faut pas prendre juste un point de vue, mais il faut qu'il y ait la négation. Et après, la synthèse, c'est la négation, c'est construire. Et donc, pour le basculement de la Convention au plan de transition, là, nous avons travaillé pour ces contradictions. Pour l'Europe et l'international, c'est clair que ça doit être aussi au cœur de notre université européenne, que lorsqu'on fait aussi de l'international, et nous étions aussi à la journée des IRC avec le CNRS, c'est au cœur de nos partenariats. Je pense à Tokyo pour ce qu'ils appellent la Green Transformation. Nous sommes aussi avec Strasbourg et Saclay, l'université de Tokyo. Je regardais l'université de Gand avec une rectrice très, très engagée qui veut changer le serment d'Hippocrate pour qu'il prenne en compte cet aspect environnemental. Nous en faisons un axe vraiment de nos partenariats, aussi avec le Québec, le Canada, le Brésil. Donc on ne renonce pas à aller à l'étranger. On ne renonce pas. Par contre, on ne va pas y aller pour une journée. On ne va pas y aller pour 2 jours. On prépare un voyage au Japon. On y va pour la semaine et on consolide cet axe-là. On arrête, en fait, on redonne du sens. Pour les entreprises, je pense que je suis comme beaucoup de mes collègues. On a aussi des partenariats avec Thales, Safran, Airbus, Total. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour nous, notre rôle, c'est aussi d'accompagner le changement. J'avais été impressionné par l'Institut Agro, parce qu'on s'est connu avec Armel à l'Institut Agro. Par exemple, vous avez la restauration rapide, elle a profité du plan de nutrition, alimentation, santé. Je pense que c'est aussi notre rôle de transformer ces entreprises d'organisation. Hier, il y avait un très beau film pour ceux qui y étaient. On a parlé de la cosmétique, on a parlé du bâtiment, on a parlé de la distribution. Comment est-ce qu'on invente ? Voilà, c'est Hélène Cloître, Arthur Gosset, et je veux qu'on soit des éclaireurs. Et la troisième innovation, alors là, c'était on est l'université du numérique, alors comme tous, je pense, mais on est dans une région du numérique, et on voit bien ces implantations. Alors déjà, on m'a dit, il n'y a pas de data center en Bretagne, c'est une mauvaise nouvelle. J'ai dit, non, pas forcément, parce qu'on a un problème d'énergie en Bretagne. Mais par contre, comment est-ce qu'on devient fer de lance de la frugalité ? Et c'est comme ça qu'on est partenaire avec beaucoup d'universités, que je salue, sur une IA frugale, souveraine, éthique, et qu'on veut, qu'on veut favoriser cet apprentissage. Et je crois que ça, c'est aussi des positionnements qui irriguent. Et ça, dans notre plan, c'est une façon de prendre ces contradictions et d'avancer. Et puis il y avait peut-être une dernière... alors c'est pas une contradiction, mais vous savez, c'est toujours l'éthique de la responsabilité versus l'éthique de la conviction. Je trouve que ça a un peu renforcé la transformation de des relations avec nos collectivités. Parce qu'on avait le projet IRIS-E, Excellence, et je pense qu'on a un peu mis de la scientificité dans les politiques publiques, y compris de la métropole qui nous sollicite pour qu'on porte... À un moment, là, ils veulent faire un donut territorial. Puis ils me disent, tiens, est-ce que le donut est assez théorisé par les économistes ? Il faudra peut-être le renforcer. Et inversement, nous, on voit bien qu'il y a besoin, d'être partie prenante de cette évolution politique publique. C'est pas facile, la planification écologique. Ça touche à tout. Ça a été bien dit... quand on voit tout le chantier de Valérie Masson-Delmotte, eh bien, c'est comment est-ce que nous, on peut y contribuer. Et ça, c'est vraiment un engagement beaucoup plus citoyen. Et je crois que ça restera. Ça renvoie aussi à la logique SAPS. Donc, on a pris ces tensions pour un engagement, mais en embarquant la communauté. Je ne voulais pas que ça soit une Il y avait poignée. un autre sujet que vous aviez évoqué avec moi, c'était la crainte on en reparlera cet après-midi, mais d'abandonner certaines recherches aussi. Est-ce que ça, en quelques mots, ça a été aussi compliqué à surmonter ? Oui, parce que j'ai jamais craint d'abandonner des recherches, mais ce que je souhaite et ce qu'on souhaite, on a besoin des universités pour penser l'avenir, pour créer cet avenir. Si on commence à dire celui-là, on ne veut pas travailler avec lui, je pense en partenariat avec Veolia sur les sciences de l'eau, au contraire, on a absolument besoin des entreprises. Et donc, j'avais besoin de fédérer, souligner ce qui unit, pas ce qui divise, pour après entraîner, mettre en mouvement. Et là, je pense qu'on a un travail d'éducation qui n'est pas toujours facile. Des fois, vous savez, c'est un peu Antigone. C'est comment montrer un chemin et ne jamais lâcher le cap. Je pense que c'est ça, parce qu'après, vous pouvez prendre un peu plus de temps. C'est pas facile de changer tous ces cours. Moi-même, je le vis. C'est des paris. Mais l'idée, c'est d'accompagner les personnes. Et pour ça, il y a peut-être quelque chose que nous a apporté la Convention et que je recommande.
c'est des temps et des espaces sécurisés. On est tellement pris dans l'instantanéité, dans tous les mails qui tombent, on est obligé d'être sur nos ordinateurs, nos écrans, et on peut oublier le sens. Et je pense que la convention, ça doit être l'occasion pour retrouver du sens pour soi, du sens pour les autres. Et pour ça, il faut du temps, de l'accompagnement, du soutien. Je pense qu'il faut peut-être moins de compétition, je dis, plus de coopération, plus de solidarité. On ne doit pas être... Ça change un peu la façon de voir. Oui, c'est ça. C'est François Tadei qui est intervenu parce qu'on a posé la question des classements internationaux et il nous dit il ne faut pas que vous visiez être la meilleure université du monde, c'est la meilleure université pour le monde. Si toute université française et toutes les grandes écoles pouvaient être les meilleures universités pour le monde, c'est ça votre mission. Oui, c'est un renversement de perspective, c'est-à-dire que vous êtes moins sur tel ou tel point, mais par contre, vous portez. Et c'est peut-être ce souci aussi du temps, de l'engagement. Voilà, je pense qu'à un moment, on parlait aussi de la tragédie des horizons, on oublie le long terme. Finalement, la Convention, ça nous a remis dans ce court, moyen et long terme. Très bien, merci beaucoup. À Strasbourg, Marie Lamère, votre schéma directeur a été voté il y a 1 an. Donc là, vous êtes dans la mise en œuvre. C'est un autre défi, si je puis dire, après l'élaboration. Comment vous y prenez? Sur qui vous vous appuyez? Est-ce que vous avez des procédures particulières? Parce que c'est quand même sur des champs très variés. Il faut avoir un pilotage assez fin, j'imagine. Oui, nous avons effectivement voté le schéma directeur en décembre 2024, juste dans les temps. C'est ça, bravo. Et ce schéma comporte 62 projets. Pour chaque projet, un responsable a été identifié et l'université a mis en œuvre un outil de suivi de gestion de projet pour l'ensemble des projets qui sont développés. Donc, ce qui permet aussi de croiser les différents schémas directeurs, ou en tout cas, c'est ce qui va pouvoir être fait à l'avenir. Et ce suivi permet donc de voir aujourd'hui que sur les 62 projets, on en a 2 qui sont réalisés. On en a 43 qui sont en cours, 10 qui sont validés et en attente de démarrage et 7 qui sont en stade de pré-projet ou un peu en pause pour des raisons de financement particulièrement. Cet outil permet de voir, lorsqu'on a un problème sur un projet, d'identifier les problèmes éventuels qui peuvent survenir avec les porteurs de projets. La mission des DRS de l'Université de Strasbourg comporte 6 membres et chacun de ces membres a un certain nombre de projets à sa charge en tout cas pour le suivi, pas pour la mise en œuvre bien sûr. Des rencontres sont organisées avec les porteurs de projets de manière régulière, de manière à ce que les projets puissent avancer comme prévu. Et il y a également un comité de pilotage de ce schéma directeur qui comprend la vice-présidence responsabilité sociale, environnementale et éthique, le VP finance, le VP étudiant, le directeur général adjoint dédié à toutes ces questions, un responsable de composante et un directeur d'unité et un référent développement durable de composantes ou de laboratoire de recherche. Le comité en question s'appuie également sur le bilan carbone qui a été fait par l'université. Le dernier date de 2024 et la procédure a été internalisée de manière à ce qu'on puisse faire un bilan carbone annuel et suivre 7 indicateurs spécifiques pour pouvoir prioriser également les projets à mettre en œuvre dans le cadre du schéma directeur. En fonction des moyens aussi, c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais les moyens se réduisant, eh bien, il va nous falloir prioriser les différents projets. Par exemple, nous avons plutôt axé pour 2026 sur le SPASER et en 2027, nous nous attaquerons au budget vert, mais on a dû prioriser les choses en fonction de nos moyens. Il y a également un travail en cours concernant des indicateurs des DRS à mettre dans le système d'information décisionnelle pour permettre un pilotage carbone au sein de l'établissement, que ce soit au niveau des équipes de recherche ou des services, avec notamment la consommation énergétique, dont la consommation d'énergie renouvelable, le nombre de forfaits mobilité durable qui peuvent être
déployés au sein de l'établissement, ou encore le nombre de référents des DRS existants dans les composantes ou les services, de manière aussi à voir les services ou les composantes dans lesquelles on n'aurait pas de référent des DRS. Et est-ce qu'il y a des actions ou des axes du schéma qui sont plus difficiles à mettre en place, où il y a plus de résistance, où il y a besoin de plus de portage politique? Parce que c'est vrai que c'est tellement de sphères différentes et ça s'appuie sur des services différents. Donc du coup, est-ce qu'il y a des axes qui sont plus compliqués que d'autres, sur lesquels vous pourriez attirer l'attention pour ceux qui ne sont pas aussi en avance que vous? Alors, pas un axe, mais un public particulier qu'on a évoqué notamment à Poitiers il y a 15 jours. Ce n'est pas quelque chose d'original à Strasbourg, hein, c'est la question de la sensibilisation des étudiants, où il peut parfois être difficile d'arriver à toucher ce public-là en plus particulier dans leur participation aux événements de sensibilisation qui peuvent être organisés à l'université. Parmi les leviers qu'on a identifiés pour essayer de remédier à cela, c'est l'existence d'ambassadeurs étudiants qui n'existent pas encore à l'Université de Strasbourg. De ce que j'ai cru comprendre hier, il y en a à l'Université de Rennes. Donc, passer par les étudiants pour parler aux étudiants semble a priori mieux fonctionner que lorsque ce sont les services ou les enseignants-chercheurs qui leur parlent de ces questions. Un autre point qui pour l'instant n'est pas assez travaillé chez nous, c'est la question des mobilités. C'est notre premier poste au niveau du bilan carbone, c'est 47% de notre bilan. Donc tout le travail sur la mobilité va être mené à partir de janvier avec l'élaboration d'un plan de mobilité de manière participative, de manière à embarquer la plupart de nos collègues et étudiants, même si le vélo est très largement déjà développé à Strasbourg. Hein. En termes de mobilité active, on a une grande part des étudiants qui y participent déjà et des personnels, mais il faut encore qu'on travaille sur ce côté-là. Et du point de vue du portage politique, nous avons une thématique plus particulière qui va nécessiter un portage global de la part de l'équipe de vice-présidence, c'est l'élaboration d'une charte éthique d'établissement sur des thématiques qu'on a abordées notamment ce matin, hein, la liberté académique, l'éthique de la recherche, de la formation, les partenariats internationaux ou avec les entreprises, pour ne citer que quelques thématiques. Et ce portage va se faire par ma vice-présidence, mais en collaboration et de manière transversale avec l'ensemble des 15 vice-présidents de l'Université de Strasbourg, avec des groupes de travail thématiques qui vont impliquer l'ensemble de l'équipe. Et il y a des sujets sur lesquels vous dites on n'est peut-être pas allé assez loin. J'entendais ce matin Valérie Masson-Delmotte qui parlait de l'adaptation. Est-ce qu'il y a des sujets où vous dites bon, on a bien travaillé, mais on a encore du chemin à faire? L'adaptation, justement, c'est le point sur lequel on va travailler à partir de l'année prochaine, en faisant un diagnostic de vulnérabilité, en présentant également un plan de continuité des actions et des activités, et le plan d'adaptation à mener. Et par ailleurs, ce plan d'adaptation, nous voulons le faire au niveau du site Alsace, puisque l'Université de Strasbourg est associée avec les autres établissements d'enseignement supérieur de Strasbourg, mais aussi de Mulhouse, avec l'Université de Haute-Alsace. Et nous avons un contrat de site qui avait déjà un schéma directeur des DRS à partir de 2020. Nous travaillons actuellement sur le deuxième schéma directeur de site. Et ce plan d'adaptation fait partie des grandes questions, de même que les partenariats que nous avons avec des universités transnationales dans le Rhin supérieur, au niveau de Freiburg en Allemagne, Karlsruhe, Bâle, Mulhouse. J'en oublie sans doute une. Et nous travaillons également sur ces questions-là au niveau géographique, donc du Rhin supérieur, puisque nous avons les mêmes problématiques climatiques. Très bien, très bien. À Montpellier, ce n'est pas le même climat, mais vous aussi, vous avez fait voter votre schéma directeur il y a 1 an. Et en préparant ce débat, vous m'avez dit que la mise en œuvre du schéma était une mécanique ou une gouvernance de précision.
Concrètement, ça veut dire quoi? Sur quoi vous vous appuyez? Et sur quel type, un peu les mêmes questions, sur quel type de projet la mise en œuvre est la plus difficile? Oui, alors peut-être pour préciser, donc nous à Montpellier, on a à peu près 10 ans en fait de développement d'une politique de développement durable et responsabilité sociétale. En 2019, on a été labellisé pour la première fois des DRS. En 2023, il y a eu la création d'une direction dédiée à la transition écologique et sociétale. Et en décembre 2024, quelques mois avant ma nomination au poste de vice-présidente déléguée, on a voté à l'échelle de l'établissement notre schéma directeur. Et donc ce schéma directeur, on a eu la chance de pouvoir le construire sur le long terme avec le pilotage de la direction à la transition écologique et sociétale par des groupes de travail thématiques qui ont vraiment permis de construire une trajectoire commune, que ce soit d'un point de vue opérationnel, de la recherche, de la formation, qui était ancrée, qui était personnifiée et j'allais dire qu'elle allait vivre au-delà du temps politique. Et je pense que c'était ça, et c'est ça la force de notre schéma directeur, c'est qu'il nous donne une trajectoire, un cahier des charges qui va au-delà finalement de la succession politique qu'on pourrait avoir à l'échelle de l'établissement. Et donc, pourquoi je parle de gouvernance de précision, c'est qu'adossé à ce schéma directeur, on a un plan d'action précis sur lesquels sont impliqués tout un ensemble d'acteurs qu'on a déjà mentionnés dans les présentations précédentes, et que tous ces acteurs-là ont leurs propres prérogatives, ont leurs propres priorités, leurs propres contraintes, et que quand ils doivent s'associer sur une action en particulier, c'est pas toujours facile de les faire se coordonner et finalement de les faire travailler ensemble, bouger ensemble au même moment. Et c'est en ça que le schéma directeur, pour moi, est un véritable outil d'aide au pilotage. C'est qu'il va permettre, finalement, de motiver les uns et les autres à s'engager dans des actions qui ne sont pas forcément celles qu'au sein de leur service, au sein de leurs composantes, qu'ils ont mis en priorité. Et j'ai un exemple tout bête à vous donner, mais je trouve qu'il est très illustratif. Et j'ai ma collègue Valérie Le Schnedec, qui est à la tête de la direction transition écologique et sociétale de l'établissement, qui pourra témoigner elle aussi là-dessus. Je pense aux fontaines à eau. Donc depuis 2022, en tant qu'établissement recevant du public, plus de 300 personnes, on doit avoir une fontaine à eau pour 300 personnes du public qu'on accueille. Et ces fontaines à eau, elles sont gérées par la direction des moyens généraux. C'est elle qui a la charge de leur déploiement à l'échelle de l'établissement. Sauf que pour déployer les fontaines à eau, elle doit travailler avec la direction du patrimoine immobilier, puisque c'est cette direction qui a la charge du raccordement au réseau d'eau, de la plomberie et de toute la charge du bâtimentaire de l'université. On a un campus avec 4 sites, un à Béziers et 3 à Montpellier. Et bien évidemment, ces directions ont des contraintes différentes. La DMG, ça va être... Des cultures différentes aussi ? Des cultures différentes. Ils sont habitués à travailler ensemble tout de même. Donc la DMG, ça va être de vérifier qu'on peut circuler correctement dans les bâtiments, notamment pour des questions d'évacuation en cas de problème. La direction du patrimoine, ça va être des contraintes sur la structure des bâtiments, leur solidité, qui va nous empêcher de percer les façades si on souhaite mettre une fontaine à eau, tout en nous imposant de ne pas rallonger les réseaux d'eau. Et en plus de ça, on a énormément de chantiers bâtimentaires, je pense comme dans tous les établissements ici, et des équipes très restreintes dans ces deux directions, et la volonté, je pense, de participer à la qualité de vie au travail et de ne pas surmener nos collègues de ces directions. Et donc, voilà, la direction de la transition écologique m'a alertée il y a quelques mois sur la difficulté qu'on avait à mener cette action, qui était pourtant une des actions clés du schéma directeur, puisque ces fontaines à eau, elles ont pour but d'éviter l'utilisation de bouteilles en plastique. Donc, c'est vraiment important. Puis, dans un établissement, un territoire comme le nôtre, où il fait très chaud, l'été, on a besoin de pouvoir donner de l'eau potable à nos étudiants, à nos personnels, voilà. Et il a fallu faire un ensemble de réunions unilatérales pour comprendre les besoins de chacun, faire attention aux susceptibilités des uns et des autres, à leur calendrier, bien comprendre en fait comment eux et elles ils travaillaient au quotidien. Et une fois qu'on a fait ces réunions unilatérales, on a pu convoquer une réunion pluripartie. Et en fait, grâce à cette écoute, à ce travail-là, on a réussi à avancer sur ce chantier. Alors, on a toujours une fontaine à eau près de la maison des étudiants qu'on n'arrive pas à placer. Mais il ne nous reste plus qu'un point finalement à lever.
un point noir, je dirais, ou un point rouge. Et sur le reste, on a réussi à avancer. Et ça, je pense qu'on ne se rend pas forcément toujours compte quand on déploie ces grandes politiques et ces grands schémas directeurs du temps de mise en œuvre et des difficultés de mise en œuvre. Et c'est pour ça que je trouve qu'un schéma directeur qui est co-construit, c'est vraiment une force, parce que ça permet de construire des actions réelles qu'on va pouvoir mettre en œuvre et qu'on va mettre en œuvre dans le respect de la vie professionnelle des parties prenantes de l'établissement. Et est-ce que ça amène justement, enfin vous disiez que ces deux directions travaillaient déjà ensemble, mais est-ce que ça amène à modifier quand même le fonctionnement interne au-delà de la mise en œuvre du schéma directeur, des interactions entre directions, entre services? Est-ce que ça modifie un peu Alors, on dit entre nous avec que la direction en arbitre, si j'ai pas compris. On dit entre nous que le schéma directeur transition écologique, c'est le schéma directeur des schémas directeurs. Voilà, dans les faits, dans l'organigramme de l'université, c'est pas le cas encore. On y travaille, on espère, on fait du lobbying, pour que la direction de la transition écologique et puis le schéma directeur soient réellement porteurs d'une stratégie transversale et puissent passer en priorité. Mais vous l'avez dit, on a un ensemble d'actions à mener, des moyens, mais qui ne sont pas que des moyens financiers et humains, en termes de calendrier. Après, je suis géographe, donc je ne vous parle pas du foncier, mais le foncier, c'est aussi le nerf de la guerre dans nos établissements. Donc voilà, oui, ça aide à co-construire, ça aide à avoir une trajectoire commune. Moi, je trouve que c'est un très bel outil. Après, ça ne règle pas tout. Non, j'imagine. Est-ce que ça modifie notamment les relations avec les collectivités territoriales? Parce que vous êtes dans un territoire, vous avez des interactions. Est-ce que ça les renforce, ça les modifie, enfin, ça les enrichit peut-être? Oui, je pense qu'on s'auto-enrichit et d'avoir cette volonté via le schéma directeur et via la politique d'établissement de travailler à mettre en place des solutions à un ensemble d'enjeux en lien avec la transition écologique ou de porter de la recherche et de l'innovation sur ces thématiques, oui, ça va aider. Alors nous, on travaille assez étroitement avec la métropole de Montpellier parce que déjà, il y a l'opération Plan Campus, donc qui nous fait travailler avec la métropole, la région, ou l'État sur les aménagements immobiliers. Donc ça, c'est une belle aide. À la métropole de Montpellier, on est aussi aidé sur, vous en parliez, le plan mobilité employeur. Il y a un club mobilité employeur qui est animé par la métropole de Montpellier qui vient aider à la construction de ces plans de mobilité employeur, au diagnostic, et qui nous permet par exemple d'aller les voir, puisque si je prends l'exemple de la mobilité, et vous parliez des mobilités cyclables, on sait qu'un des freins à l'usage, c'est la crainte du vol, et en fait, je dirais au-delà de la crainte, le risque de vol. Et ça fait plusieurs années que la direction de la transition écologique essaye de mettre en place des parkings à vélo sécurisés sur notre campus principal. Simplement, on a une pression foncière qui est telle qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord des salles de classe, des bureaux pour les collègues. Et puis, c'est aussi de la préservation des espaces nus. Je pense qu'on est nombreux ici à être convaincus qu'un espace nu, non bâti, c'est pas un espace qu'on doit forcément bâtir et qui est à disposition pour construire. Et donc, la recherche de localisation pour ces abris à vélo, elle a été impossible en fait sur notre campus, autant puisqu'on il y a des besoins de circulation pour les travaux, etc. Et donc on a pu demander, grâce à cette collaboration avec la métropole et puis grâce à un affichage clair de nos objectifs en tant qu'établissement, une réunion pour, et je vois ma collègue de l'université de Montpellier qui est dans l'audience, une réunion pour avoir finalement des abris à vélo sécurisés qui seraient mis aux abords de nos campus, mais qui seraient sur le foncier de la métropole. Financés par la métropole. Et ça, c'est un chantier qui est en cours. On a travaillé avec la métropole de plein de manières. On vient enrichir leur projet de territoire. Si je pense au plan lumière de la métropole, donc la métropole de Montpellier, elle s'est engagée contre la pollution lumineuse. Et nous, en tant qu'établissement, on a signé la charte d'engagement au plan lumière. Donc on a fait tout un travail en amont qui a été accompagné vraiment par les agents de la métropole sur la feuille de route et les aspects techniques pour réduire notre éclairage nocturne. Donc aujourd'hui, si vous allez sur nos campus la nuit, vous avez très peu de lumière, des lumières très basses, des détecteurs de mouvement, etc.
Et donc ça a été un travail de co-construction, puis en échange, entre guillemets, en tout cas, ces premières interactions, elles ont permis aussi d'aller engager des collègues psychologues qui aujourd'hui travaillent avec la métropole pour voir comment les habitants, les résidents de la métropole se sentent dans ces espaces où on a baissé la luminosité et comment on peut accompagner finalement l'adaptation des populations humaines à la baisse de la luminosité en ville la nuit. Très bien, merci beaucoup. Alors, Aïn Raïn, vous êtes un petit peu en avance de phase puisque vous êtes en train de préparer votre second schéma directeur, ce qui vous permet sûrement de tirer les leçons du premier. À la fois, j'imagine, dans son élaboration, sa mise en œuvre et son suivi. Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous réorientez? Qu'est-ce que vous a appris le premier exercice? Donc du coup, effectivement, on vient de faire le bilan en fait de notre premier schéma directeur, donc qui couvrait la période 2021-2025, et donc de préparer le deuxième. Donc le premier avait été notamment conçu à partir de matériaux récupérés d'une large consultation qui avait été menée au moment de la création d'INRAE en 2020. Où la direction générale de l'établissement avait voulu, au moment de cette création, construire un projet collectif avec les 2 établissements constitutifs de l'Institut et en proposant un certain nombre de sujets à cette concertation. Et le sujet qui remontait majoritairement, c'est les sujets, par la communauté de travail, les sujets autour de l'engagement, autour des enjeux de développement durable. Et donc c'est devenu un axe de politique générale de l'établissement qui a été mis en œuvre par ce premier schéma directeur. Ce qu'on retient, ce qui a été important sur la conduite de ce schéma directeur, c'est de maintenir le caractère participatif de départ, c'est-à-dire qu'il a été construit et qu'il y a vraiment un travail d'émergence de la communauté qui a donné cet axe stratégique. Après, comment est-ce qu'on maintient différents dispositifs participatifs pour garder l'engagement de la communauté dans la mise en œuvre de ce schéma directeur et des actions. Donc on a imaginé plusieurs dispositifs qui ont plus ou moins bien fonctionné. Il y en a un qui a très bien fonctionné, c'est un appel à projet participatif, un appel à projet d'innovation en fait, de pouvoir soutenir des idées, des pilotes que des collectifs en fait, dans nos unités de recherche souhaitaient voir mis en œuvre, trouver un espace pour tester des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Il n'y avait pas de critères de réussite. Et ça a vraiment bien marché. On est sur notre 5e vague d'appels à projets cette année. Et ça a vraiment permis d'embarquer des gens qui, au départ, ne se sentaient pas forcément concernés par la RSE et qui, à un moment donné, se sont dit « Ah, peut-être que je peux tester cette idée-là, peut-être que… » Et du coup, de rentrer dans cette communauté par un autre biais que celui qu'on avait imaginé qui avait été imaginé au départ avec la concertation collective. C'est aussi du coup sur la mise en œuvre de schéma directeur, donc qui est effectivement un schéma directeur d'intention avec un certain, on avait 70 actions, je crois, dans ce schéma directeur assez précises, mais c'était quand même des intentions de projet. On en a à peu près 60 à 65% de réalisés au bout des 4 années de mise en œuvre. C'est sur chacun des projets de réfléchir comment on peut embarquer un collectif autour de la problématique du projet. Et on l'a fait de façon différente dans chacun des projets, avec plus ou moins grande envergure, mais du coup, effectivement, on a construit notamment une trajectoire bas carbone à horizon 2050 pour l'Institut pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. On a mis 3 ans pour pouvoir la construire avec des chantiers participatifs, avec du tirage au sort en fait, pour aller chercher des agents pour travailler précisément sur ce projet-là. Et en fait, c'est du temps long. Là où on n'a pas été très bon, c'est sur la communication pour maintenir en fait sur la durée des 3 ans le collectif qui s'était engagé autour de ça, parce que du coup quand on récupère ces 1500 contributions on a eu sur notre plan de décarbonation, il y a du temps derrière off de traitement de données sur lesquels on ne communique pas et en fait on perd quelque part les motivations dans ces moments-là. Donc sur une durée de 3 ans pour mettre en œuvre une trajectoire de décarbonation, on est en train de finaliser le plan d'action de cette trajectoire. Et on se rend compte qu'on a un peu perdu les gens qui au départ étaient il y a 3 ans embarqués dans le projet. Donc ça c'est un vrai point de vigilance. En fait, comment est-ce que dans la durée on garde en fait quelque part la motivation de personnes qui au départ sont quand même très très embarquées. Et la dynamique est relancée avec le deuxième ?
Alors la dynamique, on la relance un peu différemment. Alors du coup, INRAE, c'est un établissement national avec des centres en fait dans chacune des régions. Et donc sur la logique de la construction du deuxième schéma directeur, on organise des concertations dans les centres et à la main de nos présidents de centre avec les responsables RSE qui sont là en appui. Mais on a imaginé en fait un dispositif de concertation ouvert aux agents qui souhaitaient venir ou en tirage au sort. On laisse vraiment à la main de nos centres de voir comment ils veulent organiser cette concertation-là. Mais on l'a vraiment délocalisé dans les régions, enfin dans nos centres de recherche. Ce qui n'était pas le cas au premier. Ce qui n'était pas le cas au premier, c'était une large consultation et après un travail en chambre, entre guillemets, pour récupérer toutes les contributions et élaborer le schéma directeur, en fait. Donc là, on a une... Et en fait, ce qui est étonnant, on voulait vraiment faire quelque chose à l'image des conventions très ouvertes. Et en fait, là, c'est notre communauté qui nous ont dit, le participatif, on en a un peu marre. Et donc, du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un schéma directeur à critiquer ? Ah oui, c'est pas mal aussi comme méthode. Et donc, j'ai dit, non, en fait, pas complètement. On peut vous donner des grandes orientations. On a le bilan du premier. On a effectivement des inflexions à apporter dans le second. Donc, notamment, on a beaucoup travaillé sur les enjeux d'atténuation. Dans le premier, on n'avait pas travaillé les enjeux d'adaptation. Donc, ça, il faut maintenant s'y préparer et donc l'inclure. Ce qu'on n'avait pas travaillé non plus dans le premier, et on s'aperçoit que c'est important, c'est la question des récits. C'est-à-dire, c'est où est-ce qu'on embarque nos communautés ? Et en fait, c'est là où nos projets de la pépinière RSE, dont je parlais tout à l'heure, sont vraiment précieux parce qu'on était sur des projets un peu pilotes et innovants. Et à partir de ces projets-là, on arrive à construire des récits qui nous donnent à voir ce qui pourra être INRAE dans 5 ans, dans 10 ans, à partir de projets qui ont été créés par notre communauté de travail. Et ça a une puissance que je n'avais pas imaginée, en fait. On est en train de déployer ces récits-là dans tous nos centres. Et en fait, c'est finalement ça qui intéresse le plus et qui motive le plus. Et ça, c'est une découverte, enfin, c'est quelque chose que voilà, je n'avais pas forcément imaginé au départ. Et dans le suivi, justement, est-ce que vous avez des conseils ou des recommandations à faire aux camarades et autres établissements qui commencent en fait vraiment la mise en œuvre et le suivi Alors, ce qui est un peu complexe dans le suivi, c'est qu'on a différentes demandes en fait de rapportage en fait sur voilà, est-ce qu'un service public est co-responsable. On a des nouveaux indicateurs qui vont arriver, on a nos propres indicateurs qui font sens. On a le référentiel des DRS qui aussi nous donne un certain nombre d'indicateurs et notamment. Oui, ça peut partir dans tous les sens en fait. Donc du coup, c'est comment est-ce qu'on structure en fait un tableau de bord global. Alors ça, c'est ce qui était compliqué. On a mis 5 ans à construire notre tableau de bord pour réussir à intégrer tous ces référentiels et surtout, ce qui est complexe, c'est à avoir des données fiables, des données en fait sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire nos différentes métriques. Enfin, autant sur la comptabilité carbone, on a maintenant des méthodes et des métriques qui sont là, mais sur d'autres sujets, c'est plus complexe. Enfin, des métriques sur le volet social, on a aussi pas mal de choses qui existent, mais on a, voilà, sur la question de biodiversité, quelles métriques on peut construire ensemble pour avoir des choses en fait partagées là-dessus. La consommation de l'eau, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi des sujets complexes parce que nos données de base en fait sont pas forcément complètes, comptées de la même façon. Et qu'est-ce qu'on veut compter et pourquoi, comment on veut compter et pourquoi, quel sens on donne à ces métriques. Autant sur le volet carbone, c'est à peu près clair et on a, voilà, les choses sont posées. Sur les autres sujets, c'est moins simple. Ça peut se partager entre... vous êtes tous plus ou moins amenés à mesurer la même chose. Oui, donc on a intérêt en amont, en fait, plutôt que de partir chacun à calculer les choses, chacun dans notre... de vraiment... Ou les indicateurs de... Oui, mais alors du coup, comment tu les... Enfin, pardon, comment est-ce qu'on les construit, les indicateurs, et comment est-ce que du coup, on veut ça comme indicateur, si chaque établissement le calcule de façon différente, ça n'a pas de sens. Donc ce qu'on a besoin, c'est aussi de méthodes et d'outils communs, en fait, et qui font sens pour nos établissements. C'est vraiment ce volet-là. Et je reviens juste sur le participatif. Alors du coup, nous, ce qu'on a un peu oublié en termes de concertation dans notre démarche, c'est qu'on a recréé en fait une forme de dialogue social au travers de nos travaux participatifs. Et là, on a les représentants du personnel, notamment, qui viennent nous dire nous, on veut aussi travailler avec vous, en fait, sur ces sujets-là. Et donc, du coup, c'est vrai que sur les méthodes qu'on a mobilisées sur le premier schéma directeur, on n'a pas travaillé, notamment, avec les organisations syndicales ou les représentants des personnels ou même des collectifs d'agents engagés. Et ça, c'est quelque chose c'est un axe fort, en fait, du second schéma directeur. Très bien.
Benoît Léniel, est-ce que vous voulez réagir à tout ça? Et on a encore quelques instants pour prendre des questions, remarques, commentaires. C'était juste sur les indicateurs. Justement, ils ont été travaillés, en tous les cas, ceux qu'on propose, le ministère va proposer, ont été travaillés avec le CIRS, qui est le label des DRS, et nos indicateurs ne sont pas là pour labelliser. Il y a le CIRS pour labelliser. Et ils ont été travaillés avec le CIRS, ils ont été travaillés avec les VP-TRIS, avec la France Université, la CGE, les IGESR, pour arriver à avoir quelques indicateurs qui nous semblent prioritaires et communs. Voilà. Que vous allez diffuser à quel moment? Au moment du prochain... Ils viennent d'être diffusés aux conférences, l'ensemble des conférences. Donc c'est censé les aider aussi à faire le suivi de la mise en œuvre. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages? Je ne vois pas très bien. Il y en a un tout en haut là-haut, plutôt en haut d'ailleurs. Je vous invite à vous présenter. Oui, bonjour, Gilles Hébrard de l'INSA Toulouse, directeur adjoint en charge de la transition écologique et sociétale. Vous n'avez pas trop discuté au niveau schéma directeur de la partie achat. Notre bilan GES INSA Toulouse, la moitié est associée à nos achats. Et en fait, est-ce que vous avez avancé sur ce sujet, dont on a pas mal de laboratoires de recherche sur le campus, petits achats, moyens achats, gros achats. Bon, on s'attaque au sujet, mais on serait preneur d'expertise ou d'avancer déjà sur ce sujet. Ah, je vois qu'à Montpellier, oui, ou à Rennes. Allez-y. Non, ça marche normalement. D'accord, pardon. Oui, c'est une très bonne question. Nous, on a un établissement, on est 2500 personnels, 20 000 étudiants, donc on n'a pas le spazer. Donc c'est vraiment une dynamique qu'on a mise en place par d'autres biais et poursuivre d'autres réglementations. Sur l'achat, oui, par exemple, on a une politique zéro goodies qui va être mise en place là dans un an. On a la chance en Occitanie aussi d'avoir des portails de marché public qui sont cohérents avec notre politique de développement durable responsabilité sociétale. Et après, il y a plein de choses à faire. Évidemment, il y a les grands projets, puis après, il y a la gouvernance, je dirais, du quotidien, finalement. Je prends un exemple tout bête, mais je trouve qu'ils sont très parlants. Le chauffage. Donc maintenant, on a un contrôle sur la quasi-totalité de nos bâtiments du chauffage, des températures, etc., qui nous permettent de rester raisonnables par rapport à ce point-là. Et en fait, on s'est aperçu que nombre de collègues avaient acheté des petits grille-pains électriques qui posent des questions de sécurité, mais aussi de consommation énergétique. Et donc, on s'est dit, finalement, il faut qu'on aille demander à la direction des achats de bloquer le code NACRE. Voilà, donc c'est à la fois, je dirais, des grandes stratégies et on a des outils qui nous accompagnent pour ça. On a la chance, nous, d'être très appuyés au niveau régional aussi sur ces questions-là. Et puis après, il y a, je dirais, les achats du quotidien. Donc les goodies, ça, c'est nous qui l'avons choisi. Les radiateurs électriques individuels dans les bureaux, c'est quelque chose auquel il faut penser. Et c'est qu'en pratiquant le terrain au quotidien dans les établissements qu'on se rend compte de ça. Voilà, donc c'était un bout de réponse à votre question. Armelle Carnet, donc, dans les organismes de recherche, effectivement, le post-achat est celui qui est dans le bilan d'émissions de gaz à effet de serre arrive en premier, en fait. Et donc, du coup, ça demande à travailler vraiment sur un plan achat durable établissement. Alors, du coup, maintenant, effectivement, qui se formalise sous le format d'un spazer, mais du coup, on n'a pas attendu le spazer non plus pour travailler ça. Et notamment d'accompagner les acheteurs. C'est-à-dire que ça demande, en fait, la transformation socio-écologique qu'on a apportée, elle demande à accompagner les métiers et la transformation des métiers pour intégrer ces enjeux-là dans leurs pratiques. Et donc, du coup, on est en train de finaliser la formation de tous nos acheteurs et on s'engage pour 2026 sur la formation de tous les prescripteurs, parce que c'est aussi les commanditaires qui ont pas mal de leviers dans leurs mains. Donc, la formation, c'est un levier important. Et après, c'est l'outillage. Et notamment, dans le cadre de notre plan national achat durable, on a mis en place un closier
dans lesquels les acheteurs peuvent aller chercher des clauses, aussi bien sur les enjeux environnementaux, sociaux qu'économiques, donc sur les 3 leviers, et on travaille à chaque fois sur les 3 leviers, pour pouvoir du coup les intégrer dans les différents marchés qu'ils portent. Et puis on a aussi des leviers importants sur ensemble, dans tous nos établissements, d'aller aussi influencer les fournisseurs pour pouvoir aussi imposer en fait quelque part aussi la transformation de notre système, de notre écosystème. Enfin, je ne sais pas si je peux parler d'écosystème, mais en tout cas des fournisseurs avec lesquels on travaille. Oui, allez-y. Oui, pour l'Université de Rennes, donc je vois la similitude. Pour nous aussi, c'est le plus gros poste d'émissions d'université, et de loin, puisque les achats, c'est 50% de nos émissions. Donc nous, dans le cadre de notre plan, nous sommes engagés pour rédiger, mettre en œuvre le guide de l'achat public pour acheter mieux, acheter moins. Je pense aussi à ce que nous faisons avec toute la réflexion Labo 1.5. Pour moi, il y a aussi une action au niveau de notre université de Rennes et avec établissements composantes fondateurs, associés. Alors, ce n'est pas toujours pertinent de mutualiser, mais se poser toujours la question: qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut acheter ensemble? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et il y avait un terme que je ne voulais pas voir trop dans le plan. On parle toujours de plan de renoncement. Pour moi, on est plus dans l'adaptation. Et l'adaptation, ça doit nous amener à revoir tous nos achats. Et donc, la conférence des DGS, elle pose à chaque fois la question avec tous les établissements. Et cette réflexion, elle doit être globale, à mon avis, au niveau du site. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de moyens. Donc, ça commence par économiser et faire attention à l'achat. Donc, voilà, mieux et moins. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque? Oui, bonjour. Je suis là, je suis Aurélie Jantet, je suis vice-présidente chargée de la transition écologique de l'Université Sorbonne Nouvelle. Alors je voudrais vous exprimer ma gratitude et mon admiration pour tout ce qui se fait et tout ce travail de partage, de mutuelle, enfin de synthèse en fait, de tout ce qui, toute cette intelligence, toutes ces initiatives, cette énergie, etc. Et aussi un peu ma colère, on parle d'émotion, donc voilà, j'y vais, par rapport au fait que, enfin, sauf si j'ai raté quelque chose, est-ce qu'il y a des espaces, en fait, où tout ça est mutualisé, mis à disposition de façon un peu pratique, voilà, pour que, en fait, nos tâches et les défis qu'on a, ils sont immenses, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille de façon très technique, vous voyez bien, de façon très transversale sur tous les sujets. Il faut évidemment qu'on se forme à la conduite du changement, il faut qu'on tisse des liens avec tout le monde à la fac, etc. Et en dehors, avec tout ce millefeuille institutionnel. Donc c'est absolument énorme. Et donc je me dis, voilà, est-ce qu'il y aurait quelque chose un espace ressource à faire, voilà, selon les disciplines. Évidemment, c'est pas pareil si on est une école d'ingénieurs ou une fac en SHS. Selon les actions qu'on veut mener, est-ce que c'est toucher les étudiants, dialoguer avec le Crous, etc. Comment convaincre aussi, selon là aussi qui, quels argumentaires, selon voilà, est-ce qu'on veut convaincre au niveau de la DGS, la présidence, les directeurs de composantes, etc. Puis par entrée, on a vu hier aussi, voilà, l'entrée santé, voilà, c'est un levier qui peut mobiliser. Voilà, on l'a vu ce matin, la question de la justice environnementale, de la démocratie. Voilà, il y a aussi des thématiques de recherche. Hier, je parlais avec une chercheuse qui travaille en écolinguistique, qui a orienté ses travaux en écolinguistique, par exemple. Moi, je vais essayer de mobiliser sur la question du bonheur. Enfin, voilà, quel bonheur y a-t-il à écologiser ces pratiques, voilà. Et sur la démarche, vous avez beaucoup parlé de la démarche participative. Voilà, concrètement, on fait comment? Est-ce que vous avez fait appel à des facilitateurs externes? Apparemment, certains ont formé des gens en interne, etc. Voilà, donc après, voilà, moi j'ai envie d'un outil voilà, plus concret, plus mobilisable, agile. Je sais pas, ouais, en gros, vous voudriez des ressources pour que chacun s'inspire de ce qui a déjà été fait. Mais on le fait, ça, de s'inspirer, de regarder ce qui se fait ailleurs, de travailler en coopération. Mais voilà, il y aurait peut-être des choses un peu plus facilement mobilisables à construire. Enfin, voilà. Qui veut répondre?
Benoît Lénier, Moi, je veux bien répondre, mais pas avec ma casquette INRAE pour le coup, puisque je participe aussi au réseau du CIRS. Et dans le cadre du réseau du CIRS, vous avez des cafés du CIRS, par exemple, sur des sujets un peu spécifiques pour partager les expériences, valoriser les expériences. Le CIRS a aussi prévu là, de faire des cahiers en fait, autour de thématiques pour pouvoir aussi mieux partager ces différentes expériences. Et du coup, est à l'écoute des besoins des établissements pour ça, en fait. Et du coup, c'est vraiment une communauté d'acteurs engagés. Enfin, le CIRS existe depuis 2013 et en fait est basé sur justement sur comment est-ce qu'on peut partager, grandir ensemble sur ces différents sujets-là, avec différents objets de partage, de retour d'expérience qui ont été testés, des choses qui ont fonctionné, d'autres moins bien. Mais en tout cas, vous avez des réseaux, au moins sur ces enjeux de RSE, je trouve intéressant des réseaux qui permettent du coup de mixer les expériences dans tous les types d'établissements qui concourent aux démarches de responsabilité sociétale. Je rajouterai un autre réseau, le réseau VPTRIS, pour les vice-présidents en transition, quelle que soit leur appellation dans les différentes universités, qui permet justement d'avoir des discussions sur différentes thématiques, voire par un mail dans le réseau, avoir une question vraiment très pratique ou un partage d'expérience qui permet d'aller ensuite vers les universités qui ont déjà mis certaines choses en œuvre sur lesquelles on se pose des questions. Et moi, j'ajouterais les conférences, bien évidemment, puisque dans les conférences, il y a des commissions à FranCU, à la CGE. J'ai participé hier à la commission des DRS de la CGE qui a lancé une enquête. FranCU a lancé une enquête. Et justement, vous avez dans ces commissions la présentation de retours d'expérience très intéressantes. Donc, il faut s'appuyer sur les conférences, bien évidemment. Et oui. Moi, je voulais ajouter, on se plaint souvent, et des fois avec raison, de la centralisation en France, mais je trouve que la première journée TEDS, je parle sous votre contrôle, des hauts fonctionnaires, elle a montré un chemin avec la généralisation et en mettant en branle à la fois tout l'État et tout le MESR. Et ça, c'est une force. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement à se comparer entre universités, et toi tu fais quoi et comment tu as fait. Il y a vraiment une stratégie qui a été impulsée par l'État, à mon avis pour le meilleur, hein, parce que quand vous avez parlé du Crous, vous avez parlé des opérateurs, il y a des documents communs, des chartes, mais qui sont engageantes et des objectifs partagés. Et pour moi, si nous pouvons continuer comme ça cette planification écologique pour le meilleur, je pense que ça nous permettra d'avoir les éléments. Et moi, je me permets aussi, parce qu'on parlait aussi au moment du rôle de chaque enseignant-chercheur, j'ai vu dans les profils des carrières, par exemple, vous savez, la valorisation ou la logique de science avec et pour la société. Eh bien, je pense ça mériterait, comme c'est vraiment un défi existentiel pour nos sociétés, ça a été mis en avant aussi dans la carte du monde, qu'on ait aussi une ouverture, parce que chacun dans nos domaines, et vous avez cité votre domaine, moi je vois, on a eu des gens qui sont dans le domaine de l'art, des langues, que chacun, on puisse trouver un peu une contribution à l'édifice, et ça fera aussi partie de la réflexion nationale pour moi. Merci. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. C'est l'heure de terminer cette première table ronde. Merci à tous les 6. Et merci...